Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable. Bonjour à tous. Salut Hugo. Salut à toi, Jean. Allez. Bon, avant de commencer, en tout cas, merci beaucoup pour tous les commentaires. Alors, on n'en a pas eu des nouveaux sur Spotify et sur YouTube, mais on a eu beaucoup de commentaires sur YouTube, sur nos 3 dernières vidéos notamment, où Ouais. on a répondu à une bonne quinzaine de commentaires. Donc Tu as vraiment, répondu d'ailleurs surtout. ouais, j'ai répondu, mais c'est un travail de groupe. Et vraiment, merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir et c'est comme ça que la chaîne va croître. Et on... Tout à fait. Bon, toi, tu es plutôt dans l'analyse de la chaîne et les vidéos prennent de l'ampleur en tout Ouais, cas. effectivement. Bah écoutez, c'est comme la bourse, hein. C'est les intérêts composés. Donc au fur et à mesure qu'on va sortir des nouveaux podcasts, ça va prendre de l'ampleur. Là, on est à 154 abonnés sur la chaîne YouTube à l'heure où on enregistre. Voilà, ça va grossir petit à petit. Et pareil, on a des bons scores d'écoute sur Apple Podcast, Spotify, tout ça. Donc pour ceux qui savent pas, on utilise un logiciel qui s'appelle Ocha, qui est vachement pratique. Si jamais, vous devez probablement connaître si vous faites des podcasts aussi. Voilà, c'est vachement bien. Mais bref. Et du coup, donc le sujet de la vidéo. Sixième podcast. Sixième podcast, donc le CAF Rentable numéro 6. En fait, on avait une discussion tous les deux. Juste avant de commencer, là, on prenait le café. On prenait le café et le petit-déj avec quelques petits pains au chocolat. Et on était en train de discuter de bourse et de nos positions et des marchés. Et en fait, Jean a fait remarquer, mais attends, c'est vachement intéressant comme sujet de conversation, faut qu'on le fasse en vidéo. Ouais, en parce podcast. qu'on était en train de lancer, parce qu'en fait, on cherchait un peu une idée de podcast sur laquelle on pouvait travailler, qui allait être pour aujourd'hui. Et en fait, avant ça, on prenait le petit café, les croissants, comme tu as dit Hugo, et on parlait de l'intelligence artificielle, de nos positions, des tests d'investissement qui changent. Et en fait, on s'est dit, on commençait à parler de plus en plus. En fait, pourquoi pas rec, tout simplement, pourquoi pas enregistrer le premier podcast de la journée sur ce sujet-là. Exactement, donc là, ça va être la continuité de notre conversation du petit-déj. Donc ça va sûrement être un peu décousu et on va aborder pas mal de sujets différents, notamment un point sur les marchés à l'heure actuelle. On va parler de l'IA. Est-ce qu'il y a une bulle sur l'IA? On va parler des valeurs qui sont liées à l'IA, notamment Nvidia, Apple, Microsoft, Google, ASML, etc. Est-ce qu'il y a potentiellement un crack à prévoir? Et également des difficultés qu'on peut trouver aujourd'hui à rester hors du fameux FOMO, notamment sur Nvidia. Les difficultés à rester confiant quant à nos positions, qui sont parfois contrariantes par rapport au marché et qui ne bénéficient pas du momentum de l'IA. On va voir aussi la modification un peu de nos tests d'investissement, nos différentes approches, parce qu'une thèse d'investissement, c'était le sujet d'une des dernières vidéos aussi, où c'est très important de la faire, de la respecter, et aussi, c'est pas immuable, comme on l'avait dit, elle peut être modifiée, modifiable. Donc, on va faire un petit récap dessus aussi. C'est ça. C'est parti. Faut vraiment qu'on fasse un jingle. C'est vrai qu'il nous faudrait un jingle. Faut vraiment qu'on fasse un jingle. Pas mal. Mais donc, du coup, Nvidia. Toi, Ouais. Jean, qu'est-ce que tu penses de Nvidia en ce moment? Nvidia... Alors, non, très mauvaise société. le mec, c'est un fou. Non, société de dingue, des chiffres ahurissants, et encore, on pèse nos mots, vraiment. Je crois qu'elle a fait x2 sur son chiffre d'affaires, c'est du grand n'importe quoi. Les marges de ses free cash flow, etc., c'est dans un autre délire. Donc, c'est une entreprise de dingue qui tire le marché pour moi vers le haut. On le voit en ce moment, le CAC 40 retrace par rapport à ce qui s'est passé au niveau politique cette dernière semaine, enfin ces derniers jours. Donc, l'Europe en ce moment, ça bat de l'aile. Les États-Unis en ce moment, on le voit, ça se fait porter par Nvidia, une action. Ouais. Les mastodontes, les United Health, etc., qui sont pas dans ce secteur, baissent. Oui. Et Nvidia est la seule position à chaque jour à prendre 4%, 5%, 7%. Ça s'arrête pas. Et là, ils viennent de split en plus leur action. Donc, mais toutes les actions liées à l'IA d'ailleurs au global, je crois qu'il y a Broadcom aussi qui explose. Apple, Microsoft, elles font des bons scores. Apple, depuis la WWDC, là, et leur annonce de l'Apple Intelligence. D'ailleurs, toi, tu l'as su. Super coup marketing. Hein. Je l'ai pas regardé. Moi, je l'ai regardé en direct, la WWDC. C'est vrai que c'est une des seules entreprises, tech en tout cas, pour laquelle je regarde vraiment toutes les conférences parce que tout simplement, j'adore. Ouais. Je trouve qu'elles sont super bien faites. Puis moi, j'utilise des produits Apple au quotidien, donc ça me permet de rester informé. Et puis pour ceux qui regardent aussi la WWDC, moi j'adore Craig Federighi,
qui est, je trouve, hyper drôle. Mais bref, non, je regarde aussi les Google I.O. parce que je trouve ça important maintenant que j'ai Alphabet en portefeuille aussi. J'avais regardé la dernière Google I.O. Si les conférences de OpenAI aussi, j'aime bien. Mais bref, tout ça pour dire que oui, la WWDC, l'annonce de l'Apple Intelligence, qui va être, je pense, selon moi, une vraie révolution dans le marché, parce que c'est la première fois qu'on va avoir vraiment une IA autant connectée à ses applications, à ses flux de travail tous les jours, et qui va vraiment être intégrée, comme disent les Anglais, seamlessly. Donc, Petit à petit. pas vraiment petit à petit, mais sans qu'on s'en rende compte, en Ouais. fait, dans nos usages de tous les jours. Donc Apple a explosé dernièrement. T'as vu Adobe hier? Non. 14%. Pouah. 14% en une journée. Puis elle a rien voulu savoir. Ah ouais. C'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ouais, Nvidia, ça fait peur, hein. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est une très belle société, Nvidia. Je pense que, par contre, je pense que sur le long terme, moi, c'est pas une société que je veux avoir en portefeuille. J'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur les Magnificent Seven. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, c'est une société qui est beaucoup trop chère. Malgré des chiffres exceptionnels, elle reste dans une bulle, selon moi, elle reste beaucoup trop chère. Et puis, elle pourra jamais garder cette croissance-là sur les 5 prochaines années, c'est impossible. Et c'est ce qui fait peur sur cette action. Oui. Parce que sur ce genre d'action, alors nous, on était nés, mais on s'intéressait pas à la bourse, hein, vous imaginez bien, le crash des années 2000, la bulle technologique. Ah, moi, Si j'étais vous- tout juste né. Hein. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Oui, moi aussi. Et 98, pour ceux que ça m'intéresse. 2000, du coup, j'étais encore loin de tout ça. Et si vous regardez le cours des actions lors de la bulle Internet, eh ben on était au même niveau que des Nvidia, etc. Alors, il y avait des actions qui ne valaient rien, elles étaient encore en perte et avaient des PER de 500, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais. Nvidia, c'est pas le cas, mais ça PER reste de quand 70. même. Ouais, PER de 70. 70, ouais. Putain, ouais, c'est élevé. Et ça reste. On est quand même dans la même configuration. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'on est dans la même configuration que dans les années 2000. Le problème, c'est que quand une action phare commence à baisser, en tout cas en termes de performance, de chiffre d'affaires, etc., et ben l'action, le cours de l'action, je peux vous dire que c'est une baisse colossale. C'est pour ça que moi, personnellement, Nvidia, énorme boîte. Après, on est investi dans elle via des S&P 500, via des ETF, Oui, ce qui permet de quand même profiter de la performance. Moi, par exemple, je suis à quasiment une vingtaine de pourcents de portefeuille qui est sur du Nasdaq. Non, 14% qui est sur du Nasdaq. Donc, j'ai pu bénéficier du Nvidia, de Tesla quand c'était assez plus haut. Pour moi, ça reste quand même, du coup, on en revient toujours au même, le Nasdaq, un ETF qui peut être intéressant à avoir en portefeuille vu que les valeurs technologiques, c'est celles qui vont exploser, qui exploseront toujours, je pense, pour ma part, vu que c'est la loi de l'humain, quoi. C'est la destruction créatrice. Créatrice, c'est ça. Ouais. Donc, l'ETF Nasdaq peut être une très bonne solution. On vous laisse faire vos décisions là-dessus, mais pour s'exposer à ce genre, en tout cas pendant un moment assez court, hein, 1 an, 2 ans, sur ce genre de momentum, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, Nvidia, moi j'y fais attention. Ouais. Parce que d'ici 5 ans, comme tu as dit, moi non plus, je pense pas que ça va être l'action phare du moment. Après, oui, c'est une entreprise de dingue. Moi, j'étais un joueur PC quand j'ai commencé. Nvidia, on pouvait faire tourner Battlefield et Assassin's Creed en même temps. Et la qualité graphique était incroyable. Tout à fait, moi aussi j'avais des cartes graphiques Nvidia, ouais. Gamer Team PC Master Race aussi, pour ceux qui ont la référence. On allait chez le boulanger Darty, on me demandait Ah, moi c'était tout commandé sur internet, le boîtier couleur master et tout, nickel, les radiateurs. Ah, t'as sur PC fixe? Ouais. Ah non, moi j'ai toujours PC portable. Ah non, c'était PC fixe, j'avais construit ma tour. Ah ouais? Ouais. Moi ça joue au LAN et tout. Ah, moi j'ai... PC portable, hein. Ah non, moi c'était la tour... la tour que j'avais construite moi-même, j'avais même hésité à faire du water cooling, donc le refroidissement à eau et tout, mais c'était trop galère. Mais c'était impressionnant. C'était trop bien. C'était impressionnant de voir ça. C'était trop bien. En tout cas, tout ça pour dire que Nvidia, c'est très cher, mais je pense qu'il y a quand même une différence par rapport à la bulle Internet, dans le sens où beaucoup de valeurs de la bulle Internet étaient très chères pour
sans raison, dans le sens où elles faisaient pas d'argent et souvent elles étaient non rentables. Alors que là, Nvidia, elle est très chère, mais c'est pour une raison, c'est juste qu'elle cartonne en fait. Elle a fait des résultats qui sont indécents. Ouais. C'est indécent les résultats d'Nvidia, mais selon moi, il y a quand même toujours ce qu'on appelle le return to the mean, donc le retour à la moyenne, et une entreprise ne peut pas mathématiquement garder ce type de croissance pendant plusieurs années, c'est impossible, et il va forcément y avoir de la concurrence qui va arriver à un moment ou à un autre, et qui va faire baisser les parts de marché d'Nvidia et la croissance d'Nvidia tout simplement. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions, et je vous comprends, en tout cas n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, le truc du est-ce que je rentre sur Nvidia, parce que tous les jours ça prend 4%, 7%. C'est impressionnant. Toi, quand tu as fait l'analyse d'Nvidia, on était à $500. Ouais. Alors avant le split, effectivement, on était à $500, et aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette vidéo, je crois qu'elle est à $1 200 si on prend le prix avant split, donc elle doit être autour des $120 aujourd'hui, vu que le split a été un 1 pour 10. Mais effectivement, moi je me dis, l'analyse que j'avais fait d'Nvidia, j'avais déjà dit à l'époque, non, c'est trop cher. Elle a fait x2. Elle a fait plus de x2 entre-temps. 500 à 1200, donc pourquoi pas arriver aux 1600, 2000 même, pourquoi on sait pas. On sait pas, donc est-ce que c'est une bonne idée de se mettre dedans? Moi personnellement, ça sera non. Et, effectivement, ça sera vraiment non. C'est compliqué, mais c'est une question difficile parce qu'on a toujours le FOMO qui fait son apparition. Donc FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out, donc la peur de ne pas monter dans le train, la peur de rater le train, de rater le train en fait d'Nvidia et de rater les gains sur Nvidia. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on est sur une bulle sur Nvidia. Je vois pas d'autres moyens. En tout cas, on est une bulle sur tout ce qui est intelligence artificielle, semi-conducteurs, etc. Ça, c'est sûr. Et vous regardez, là où je pense qu'il y a un signe de bulle qui est très marqué, c'est que toutes les boîtes qui sont liées à l'IA explosent et toutes celles qui ne sont pas liées à l'IA stagnent depuis 2 ans. Absolument. Et ça, vous pouvez le vérifier. Absolument, il n'y a qu'à regarder les cours des actions, etc. Et alors, super entreprise, hein, mais bon, c'est pas un conseil en investissement. Texas Instruments. Tu l'aimes, Texas Instruments. Texas Instruments, si vous regardez bien, c'est une entreprise dans les semi-conducteurs. Ok, donc c'est la tendance du moment. Mais ce sont les semi-conducteurs pas nobles, entre guillemets. C'est pas les cartes graphiques. Texas Instruments, c'est beaucoup d'analogues, etc. Donc, les semi-conducteurs pour votre micro-ondes, pour tous les capteurs aussi. Ouais, c'est ça. Température, humidité, chaleur. Ah putain, les trucs chiants à regarder là, je perds mes mots. Trucs pour nettoyer les habits là. Les machines à laver. Voilà. Les machines à laver, etc., etc. Donc bref, tout ce qui est pas noble. Et en ce moment, elle cartonne. Hein. C'est une entreprise vraiment c'est une très bonne entreprise. Il y a qu'à regarder ses chiffres. Il y aura une vidéo dessus, ça c'est sûr, mais vu que ce ne sont pas des semi-conducteurs qui sont dans la tendance, et c'est une entreprise qui a tendance à être dénigrée du marché, alors que tout ce qui est ASML, Cloud, Nvidia, Broadcom en ce moment qui cartonnent aussi, c'est vraiment des sociétés en mode tout le monde les veut. Sauf que tout le monde les veut quand elles ont des PER de 40, 50, 70. Moi je vois aujourd'hui le top 3 de mes positions en termes de performance dans le portefeuille, c'est ASML, Microsoft et Apple. 3 entreprises dans l'IA, qui sont liées de près ou de loin à l'IA. Et ASML, c'est du délire. Moi, je l'avais acheté quand elle était sur des niveaux de prix autour des 600 €. Là, aujourd'hui, elle est quasiment à 1000 €, donc elle a quasiment fait un x2 depuis le moment où je l'ai acheté. Bientôt un premier bagger. Hein. Bientôt peut-être un premier bagger. Et elle est passée à des niveaux de PER de plus de 50. C'est délirant. Moi, déjà, je l'avais acheté sur des PER de 30. Je trouvais que c'était cher. Mais je me suis positionné quand même dessus parce que il y avait plein d'indicateurs qui montraient qu'elle était quand même sous-évaluée malgré des PER élevés. Mais là, aujourd'hui, sur tes PER de 50, c'est impossible. Tu peux pas acheter sereinement ASML aujourd'hui, par exemple. C'est impossible. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout ma vision de l'investissement. Ouais. C'est pas du tout ma vision de l'investissement. Non. Mais du coup, ça permet d'enchaîner sur une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui et dont on parlait tout à l'heure, c'est la difficulté à rester confiant sur ses positions, notamment les positions qui ne sont pas dans le momentum de l'IA, et les positions qui sont contrariantes par rapport à l'humeur du marché. Et alors, tout part, parce qu'on parlait de ça justement à la base, c'est que nos portefeuilles en ce moment
ne surperforme pas le Non. S&P 500. Effectivement. Et en fait, on partait de ce principe-là, où, parce que toi, tu lis beaucoup de livres sur la finance, nous aussi, enfin moi aussi, j'en lis beaucoup. On lit pas forcément les mêmes, mais on en lit quand même. Et en fait, notre but, c'est de battre le S&P 500 En tout cas sur la partie action. sur la partie action. Mais le truc, c'est que pour y arriver, c'est quand même pas évident quand on a des entreprises en portefeuille qui ne sont pas dans le momentum. C'est-à-dire qu'on n'a pas Ouais. Nvidia, on n'a pas Broadcom, on n'est pas sur... Bon, t'as La, quand même la ASML, seule etc. que j'ai qui est dans le momentum qui m'a fait gagner de la perf, c'est ASML. C'est la seule. Il y a Google. Maintenant, on a- Non, j'ai pas une très bonne perf sur Google Ouais. parce que je l'ai acheté assez cher, donc Ok. j'ai pas réussi à la choper comme Bill Ackman à $90 malheureusement. Ouais, scandaleux ça aussi. Ouais. Et comment dire, donc, vu que nos portefeuilles sous-performent le S&P 500, en fait, et c'était la raison du livre Alors, que j'étais en train de lire. Dis-moi. Petite juste parenthèse, je suis désolé, je te coupe, sous-performe en tout cas sur 2024. Ouais, Moi, je sais depuis, que ouais. mon portefeuille a largement surperformé sur l'année 2023, parce que beaucoup de valeurs que j'avais en portefeuille ont battu le marché. Par contre, depuis début 2024, mon portefeuille sous-performe et sous-performe violemment, hein, le S&P Ah ouais 500. Ouais, je crois que je suis autour des 10% de performance, alors que le S&P est autour des 16%. Donc tu vois, ça sous-performe vraiment beaucoup. Et il sous-performe pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de positions qui sont hors momentum. On peut penser à LVMH, Evolution AB, MSCI, même Visa, Mastercard. Enfin, voilà. Petite parenthèse, tu peux continuer. Non, mais c'est intéressant, mais comment dire, donc, nos portefeuilles, là, en ce moment, sous-performent le S&P 500. Et en fait, ma raison de ça, c'était que j'étais en train de lire un livre cette semaine sur, c'était Peter Lynch. Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en bourse? En gros, Mhm. peut-on gagner de l'argent en bourse? Comment gagner de l'argent en bourse? Bref, Le livre de Peter Lynch s'appelle comme ça? ouais, j'ai plus en tête. Once Ah, Upon One, a- ah oui, T'as One capté Up on Wall Street. Voilà, One Up on Wall Street, ouais, c'est c'est la ça. version anglaise. Et en fait, il disait que pour vraiment avoir une bonne performance, faut voir la vision long terme. C'est-à-dire que Mhm. quand on achète une action, qu'elle sous-performe en ce moment le S&P 500 ou notre indice de référence, ça peut être normal, tout simplement parce qu'elle n'est pas dans le momentum. Lui, il achetait des actions qui étaient sur, je sais pas, mais il achetait sur Pedigree, ce qui vend sur la nourriture pour les animaux. Ah oui. Donc, c'était pas le momentum des années 70, années 80. Et en fait, sur le long terme, elle a cartonné. Elle a cartonné. Et plein d'entreprises comme ça. Et en fait, il disait, si on achète une entreprise qui en ce moment est pas dans la tendance, le tout c'est de l'acheter au bon moment. Parce que au final, in fine, à la fin, ça sera des entreprises qui auront forcément des multibaggers, etc., etc., qui auront gagné pas mal de performances. Bref, tout ça pour dire que quand vous achetez une action, essayez de vous projeter dans 5 ans, même si c'est dur, mais soyez à l'aise avec votre action pendant au moins 5 ans. En tout cas, moi, ça va être ma vision des choses maintenant. Tout à fait. Et je pense qu'il faudrait rajouter dans nos vidéos le système comme on en parlait tout à l'heure, d'être à l'aise et qu'est-ce qu'on en pense de cette action dans 5 ans. Parce que là, par exemple, nous, on a LVMH, tous les deux en portefeuille. Bon, Elle fait rien. elle fait rien Le du cours tout. de l'action est catastrophique. Elle fait rien du tout et pourtant, c'est une entreprise de dingue. C'est une entreprise incroyable. C'est une entreprise incroyable. Mais j'ai juste cette petite précision, quand on dit multi-bagger, vous n'êtes pas tous familiers avec ce terme. Un bagger, c'est une entreprise qui fait x. Donc un 2-bagger, ça va être une entreprise qui fait x2. Un 10-bagger, une entreprise qui fait x10. Et un 100-bagger, une entreprise qui fait x100. De son cours de l'action. Du cours de l'action, voilà. Par exemple, le cours de l'action face x. L'action C'est cote un à bagger. 50, elle arrive à 100 en ce moment, vous avez fait votre premier bagger. Et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez une action qui cote $1 et qu'elle arrive à $100, c'est un 100-bagger. Oui. Voilà. Et c'est le titre du livre de Chris Meyer, d'ailleurs, 100-bagger, qui est très intéressant et qui lui... Que t'aimes beaucoup quand investisseur. J'adore Chris Après, Meyer. toutes les semaines, il m'en parle de Chris Meyer. J'adore Chris Meyer parce que j'adore sa philosophie, et lui, sa philosophie, c'est de trouver des 100-baggers, justement. Mais... effectivement, et du coup, moi, j'ai une réelle difficulté psychologique aujourd'hui, et c'est dur, hein, de rester serein sur mes positions et de rester serein sur mes convictions, parce qu'on a beau faire des analyses d'action, on a beau connaître les chiffres, on a beau se dire cette entreprise elle est de qualité, elle est incroyable, je sais que sur le long terme je suis confiant, bah, quand on voit le cours de l'action qui chute,
Bah, mine de rien, malgré tout ça, on a toujours une petite voix qui nous dit putain, est-ce que je serais pas en train de faire une connerie? Toujours. Tu penses à une action en particulier? Ah oui, je pense à Evolution AB par exemple en ce moment. Non, Evolution AB, c'est un cas typique. Moi, Evolution AB, c'est aujourd'hui ma plus forte conviction dans le sens où c'est la plus grosse position de mon portefeuille. Ça y est, j'ai remis une cartouche de 2000 € dessus ce mois-ci. J'ai à peu près 3000 € qui sont positionnés sur Evolution AB. Elle représente 6% de mon portefeuille au global. C'est ma plus grosse position. Donc elle doit représenter 11-12% de ma partie action. Et c'est une entreprise que j'adore parce que j'adore le business model, parce qu'elle a des marges exceptionnelles, parce qu'elle a une croissance exceptionnelle, qu'elle est dans un marché qui est en croissance et qui va avoir une très forte croissance sur les 10 prochaines années. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle est dans le marché des jeux d'argent en ligne. Donc tout ce qui va être... Pas dans le momentum. Voilà, pas dans le momentum du tout. Et elle va vendre des solutions pour les casinos, donc du B2B, qui leur servent à proposer à leurs clients des jeux, que ce soit des jeux en live, qui est son plus gros segment, donc le live gaming, donc avec des pokers en live, du blackjack, de la roulette, du baccarat, blablabla, tous les jeux que vous pouvez connaître dans un casino, mais en live. Donc c'est-à-dire que c'est sur votre écran, et derrière il y a un croupier qui va être derrière une vraie table et qui va distribuer les cartes comme si vous étiez en face de lui, mais c'est en live. Bref. Et ils ont un deuxième segment qui est RNG, donc c'est Random Numbers Game, c'est les jeux de machine à sous, ce qu'on appelle les slot games en anglais. Et Evolution AB, moi c'est une entreprise que j'adore le management, il y a beaucoup d'investisseurs que j'adore qui ont cette entreprise en portefeuille, dont notre fameux Chris Meyer. Ah, il l'a ? Ouais. Il a 10 boîtes en portefeuille Chris Meyer, dont Evolution AB. Et pareil, moi j'adore le podcast We Study Billionaires, ouais, et Millennial Investing, ces deux podcasts en anglais, je vous les recommande énormément si vous savez parler anglais. On s'en est inspiré. Ah, on s'en est clairement inspiré. Vous allez voir. J'ai pas honte de le dire. Hein. Vous allez voir, et vraiment, oui, comme tu as dit, allez voir. En tout cas, si vous êtes à l'aise en anglais, c'est excellent pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais comme moi, les sous-titres. Voilà, vous mettez les petits sous-titres en français sur YouTube, c'est très bien fait. Et alors là, franchement, vous allez voir, c'est une pluie d'informations sur toutes les vidéos. Incroyable. Il y a Giverny Capital, François Rochon. Tu en as fait une vidéo, j'en ai fait une vidéo. Chris Meyer, non, pas Bill Ackman. Ils essayent d'avoir Bill Ackman, mais ils n'y arrivent pas. Mais Bill Ackman, excellent podcast. Monish Pabrai, par contre. Ah, Monish Pabrai, ils ont eu Monish Pabrai plusieurs fois. Donc ils ont eu, à mon avis, Guy Spear. Oui, ils ont eu Guy Spear, ils ont eu Brian Lawrence. Ouais, donc tous les gros de l'investissement. Et forcément, vous écoutez vous apprenez des meilleurs directement. Franchement, c'est excellent. Et donc on s'en a. Alors, on n'est pas les meilleurs, hein, loin de là. Non. Mais on s'en a inspiré en tout cas parce qu'on voulait redonner un peu. La France n'a pas ça. Donc, non, en fait, et on trouve qu'en France d'ailleurs, il manque réellement des contenus de qualité comme ça sur la finance. Alors ça va peut-être paraître un peu prétentieux ce qu'on va vous dire. Mais effectivement, moi je trouve que sur la sphère francophone, il y a vraiment très très peu de contenu de qualité sur la finance. Ouais, ça se limite très souvent aux actions françaises, au CAC 40, au PEA, on regarde les graphiques. Cette entreprise, moi au doigt mouillé, je pense qu'elle va faire ça dans 3 ans. Stellantis, c'est génial, j'achète. Voilà, le YouTube français, c'est un peu ça malheureusement. Et c'est beaucoup, de toute façon, vous regardez, si vous nous regardez, je pense que on est une nouvelle chaîne, donc c'est parce que vous en avez un peu marre aussi de regarder toujours les mêmes chaînes. Et moi je trouve ça dommage que beaucoup de vidéos sur YouTube, ça va être sur l'actualité financière. Oui. Beaucoup de momentum sur en ce moment, la dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Rémi Cointreau a perdu quasiment toute sa valeur. Est-ce que ça va remonter? Mais en fait, nous, on veut des analyses parce que ça, c'est sympa à regarder, mais ça reste quand même une vision qui est court terme. C'est pas ça qui va vous apporter de la valeur. Pourquoi vous l'achetez et pourquoi vous êtes prêt à attendre 5 ans avant de pouvoir la revendre? C'est ça, en fait. Et moi, 5 ans, c'est le minimum. Hein. Ouais, 5 ans, c'est la base du long terme, c'est 5 ans. Et nous, notre philosophie, c'est 5 ans. Donc, si quand vous achetez une action, vous vous dites, attends, dans 1 an, ça va remonter, je vais la revendre. C'est des traders, on appelle ça des traders. Et le problème, c'est vraiment ça. En France, en tout cas, le contenu francophone laisse un peu à désirer pour ma part. Du full dividende, des mecs qui vont acheter du Total, du Danone et qui vont me dire ça a l'air du dividende, c'est génial. Ça donne pas du tout. Soit c'est du trading, je vais acheter Atos en espérant faire un retraçage. Ouais, téléperformance, ça peut pas descendre plus bas, mais... si, ça peut descendre plus bas et ça va descendre jusqu'à 0% même. Voilà.
Et tout ça pour dire que on était sur Evolution AB, et tu vois, typiquement, c'est une entreprise qui a des chiffres exceptionnels. Quand tu lis le dernier rapport trimestriel, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce que dit le management, sur les investissements qu'ils font, sur les nouveaux studios, les nouveaux États aux États-Unis dans lesquels ils s'implantent, sur les nouveaux contrats qu'ils ont signés avec des gros acteurs comme Bet365. C'est aussi une entreprise voilà, qui est possédée par des investisseurs que j'adore, et notamment, donc je disais, un des mecs qui présente le podcast Millennial Investing, qui s'appelle Clay Fink, ou l'autre, je sais plus si c'est Clay Fink ou l'autre, mais bref, le mec disait que Evolution AB, c'est sa plus grosse position dans son portefeuille, le mec a 20% sur Evolution. C'est un fou. Mais tout ça, en fait, moi, ça me conforte dans l'idée de me dire que Evolution, c'est une boîte sur laquelle je suis confiant, j'ai envie de me positionner dessus. Aujourd'hui, elle est pas chère, j'ai envie de la garder sur 10 ans, et je pense que c'est une boîte qui peut faire un x10 dans les prochaines années, sans problème. Par contre, le cours de l'action, il n'arrête pas de chuter. Ouais. Et c'est ça qui fait peur. Il n'arrête pas de chuter, et psychologiquement, c'est dur. Malgré le fait qu'on fasse des analyses et qu'on connaisse la boîte, ça reste dur. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on le martèle à chaque fois. Faites-vous vos propres convictions, parce que c'est dans ces moments-là où, si vous achetez une boîte sans trop savoir pourquoi, comme Evolution AB, ça va vous faire et que vous voyez le cours chuter, si vous ne connaissez pas la boîte, vous allez paniquer, vous allez la revendre. Ça va vous faire paniquer, absolument. Et dans ces moments-là, quand une action baisse, alors moi je suis pas investisseur je suis pas actionnaire chez Evolution AB, je vais vous dire pourquoi après, mais dans ce phénomène-là, quand les actions baissent, et quand on est à l'aise surtout avec cette action, c'est que ça peut être le bon moment de se renforcer. Et construire sa position, et construire une grosse position surtout. Et de se renforcer, alors pas moyenner à la baisse, parce que là aussi il y en a... plus ça baisse, plus ils achètent, mais le problème c'est qu'après ils arrivent avec une position énorme et des pertes colossales. Donc quand vous connaissez bien une entreprise et quand vous avez des fortes convictions dedans, quand ça retrace, etc., comme fait Evolution AB en ce moment, ça peut être le bon moment de se renforcer. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise. Et si vous n'avez pas des grosses convictions dans vos actions, et ben quand l'action va chuter de 10, 20, 30, 40%, panique à bord, le Titanic, on revend tout. Vous prenez vos pertes, et les pertes, c'est de la perte. Elles font mal. Les pertes, ça veut dire que c'est du capital parti en l'air pour la partie adverse, qui eux ont acheté vos pertes. Exactement. Enfin, qui ont gagné de l'argent grâce à vos pertes, plutôt. Et oui. Et Evolution AB, je te coupe vite fait. Vas-y. Evolution AB, pourquoi moi je suis pas actionnaire chez eux? Entreprise de fou, niveau chiffres, ça c'est sûr, on peut rien dire là-dessus. Très bonne marge, très belle croissance, secteur intéressant. J'ai joué au jeu d'argent un peu. J'ai joué au jeu d'argent. Mais le problème, c'est son secteur. C'est son secteur qui me dérange. C'est un secteur quand même qui peut être vachement régulé, qui est régulable. Alors, j'ai pas forcément de critères ESG, etc. Mais déjà, on sait que c'est mort. Ça rentrera pas dans des critères ESG. Donc, ESG, sociétal, gouvernemental, environnemental, gouvernance. Et ça, bah forcément, jeu d'argent, alcool, donc Pernod Ricard, Rémy Cointreau, etc., c'est mort. C'est pour ça que je préfère être chez LVMH, par exemple, que chez Rémy Cointreau ou Pernod Ricard. Voilà, c'est juste la petite partie. Pourquoi? Et en fait, tout simplement... Il faut être à l'aise avec ces investissements. Voilà. Je serais pas à l'aise avec Evolution AB, et pourtant... je serais content que tu as une grosse perf dessus, etc. Mais c'est pas parce que Hugo a une grosse perf sur Evolution AB que moi, je me sentirais à l'aise forcément. Je ne saurais pas quand est-ce qu'il faudrait la renforcer, ni l'acheter, pourquoi réellement l'acheter, et la vendre s'il faut la vendre. Voilà. Tout à fait. Et on peut citer d'autres exemples. Tu vois, on a LVMH en ce moment qui fait rien. Concrètement, ça fait 1 an qu'elle fait rien. Mais LVMH, t'es à l'aise dans cette action? LVMH, je suis extrêmement à l'aise dans cette action. C'est un ETF luxe. Bernard Arnault, je pense que c'est quelqu'un de très très compétent. Il y a beaucoup de skin in the game sur cette action, comme chez Evolution d'ailleurs. Pour moi, LVMH, c'est un petit ETF pépère. Ouais. Ça va pas être un 100 bagger forcément. C'est déjà une entreprise qui est très grosse. Mais elle va continuer sa croissance à 8, 9, 10% par an tranquillement pendant les 20 prochaines années. je demande pas plus. Hein. Et pour moi, c'est vraiment une entreprise un peu pépère qui va être là pour faire une bonne performance et qui sera assez stable sur le long terme. MSCI aussi, elle a retracé dernièrement.
Pareil, tu vois, MSCI, je suis pas forcément à l'aise avec cette action parce que c'est un secteur qui, de 1, m'intéresse pas plus que ça. Et alors, je suis désolé, je te coupe, mais ça, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Il faut aussi investir dans des boîtes qui nous intéressent. Si vous lisez les rapports annuels de la boîte et que vous vous faites chier au bout de 5 minutes et que vous n'arrivez pas à aller plus loin, passez à une boîte qui vous intéresse plus. Ça sert à rien d'investir dans des boîtes qui ne vous intéressent pas. Moi, par exemple, je crois qu'une des analyses les plus déprimantes que j'ai fait, ça devait être Téléperformance. Très honnêtement, Téléperformance, je me suis fait chier. J'arrivais pas à m'intéresser à cette boîte. Je trouve que le secteur est nul, il est ennuyant. Donc jamais j'investirai dessus. Mais voilà. Pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit, moi j'ai fait une vidéo sur Stellantis. Stellantis, je savais que j'allais jamais l'acheter. J'ai fait sur Amundi aussi. Amundi, j'ai juste pris le chiffre de la croissance. Bon, je savais que j'allais jamais l'acheter non plus. Ce sont les entreprises où... alors, le secteur de l'automobile, j'aime bien, mais c'est pas un secteur d'investissement pour moi. C'est un secteur de plaisir. Je préfère être le client que l'investisseur dans ce secteur. Donc voilà. Faut être à l'aise avec votre secteur, avec les entreprises que vous avez en portefeuille, parce que, comme tu as dit, vous allez vraiment vous faire chier. Et si vous prenez pas de plaisir en écoutant le management, en regardant les rapports trimestriels et en suivant les actualités de la boîte, ça sert à rien, passer à autre chose. Google LVMH, par exemple, j'ai adoré. Ah bah oui. J'ai adoré. Mais Apple aussi, moi j'adore suivre l'actualité d'Apple. Ouais, toi plus que moi. Moi je préfère tout ce qui, tu sais, ça se touche vraiment les produits. Apple, ça se touche. Ouais. T'as un iPhone. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, tout ce qui est cloud, etc. LVMH, j'aime bien, tu vois. LVMH, c'est... tu passes dans la rue, tu vois un Sephora bondé, tu sais que ton action LVMH, elle va bien. Quand ma copine elle rentre, genre j'ai acheté ci, ça. C'est bien. Continue. Non, mais c'est vrai que je suis à l'aise avec ce genre de société. Et LVMH, par exemple, est-ce que c'est un bon moment pour la renforcer tu vois, là, elle est à 720, 714 euros. 711. Dernière fois que j'ai regardé. 711. Hier, il était à 711. Autour des 700, c'est un bon... Franchement, ça peut être sympa. Donc, moi, je pense que je vais continuer de me renforcer sur cette action parce que c'est une belle partie de mon portefeuille, mais j'ai une petite marge de manœuvre dessus. MSCI, très bonne action, très bonne marge, très bon secteur aussi. Mais je serais moins à l'aise à l'avoir en portefeuille, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est pas... J'ai déjà ce qu'il faut, tu vois. En finance, oui, t'as déjà Euronext. Visa, etc. Mastercard. Oui, après, MSCI, c'est pas du tout le même, le même secteur, mais effectivement. Pour moi, en fait, elle va rien. En fait, c'est ça aussi. Quand vous achetez une action, dites-vous qu'est-ce que cette action va apporter à votre portefeuille. Est-ce que ça va apporter de la diversification, que ça soit au niveau devise, que ça soit au niveau secteur, que ce soit au niveau produit. Par exemple, LVMH, moi j'ai un secteur qui touche beaucoup à l'assurance, etc. Tu sais, avec United Health, Markel, etc. LVMH, ça va permettre de vraiment se diversifier. Toi, Evolution AB, ça coupe un peu entre Hermès, LVMH, etc. Evolution AB, oui, effectivement, pour moi c'est un peu de la tech quand même, parce qu'ils sont complètement dématérialisés. Donc c'est un peu de la tech, mais aussi un peu du vice. Et on sait que le vice, ça rapporte de l'argent. On sait que les gens adorent jouer aux jeux d'argent. Donc ouais, moi j'aime bien Evolution AB. Donc voilà, quand vous achetez une action, dites-vous ce qu'elle apporte à votre portefeuille. C'est important. C'est ça. Et tu vois, typiquement, en ce moment je suis en train de pas mal me pencher sur le marché de la cybersécurité. J'ai analysé Fortinet la semaine dernière, je vais analyser Qualys la semaine prochaine. Fortinet, c'est très intéressant. Par contre, tu vois... C'est déroutant. En fait, je sais pas si je serais à l'aise avec une société comme Fortinet, parce que j'ai du mal à vraiment piger le secteur de la cybersécurité. C'est quand même quelque chose qui est très complexe, il y a plein de notions... les WLAN, les SASI, les firewalls, c'est un secteur qui est... les SOAR, les IAM, les machins, oh là là. Plus on avance dans le temps, plus la cybersécurité aura sa place. C'est dans la tendance. Mais tu vois, je sais pas si j'arriverai aujourd'hui à me dire, Fortinet, est-ce que dans 10 ans, elle sera toujours au top du top sur son secteur ?
Et ouais. En fait, c'est un secteur qui évolue tellement vite, qui change tellement vite, qui est aussi très très concurrentiel. C'est quand vous allez regarder les rapports trimestriels, vous allez voir que la division engineering cloud a perdu parce que je sais pas, parce qu'elle a perdu des parts de marché, etc. En termes de cybersécurité, alors que tu te dis dans la tête, il y a toujours plus d'ordinateurs sur Terre, donc ça devrait prendre des parts de marché, etc. Et franchement, de se dire, c'est un secteur qui est franchement passionnant à regarder. Le e-book que tu m'as envoyé est très bien fait et très complet, mais honnêtement, si chaque trimestre tu comprends toujours rien au rapport trimestriel, au rapport annuel, quand la renforcer, quand la vendre et quand l'acheter, je pourrais pas vous dire. Hein. Carrément. Et je pense que c'est important, tu vois, parce qu'aujourd'hui, toi comme moi, on arrive sur des portefeuilles où il y a quand même déjà pas mal de lignes, où on commence à avoir des fortes convictions, et à partir de maintenant, je vais vraiment être très 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 sélectif sur les prochaines entreprises qui vont rentrer dans mon portefeuille, parce que je sais que j'ai plus beaucoup de place, parce que je me limite à 20, on reparlera peut-être des places d'investissement à la fin de la vidéo. Je me limite à 20 positions dans mon portefeuille. Je me suis aussi fixé une période de détention minimum des actions. Donc je sais que les prochaines entreprises qui vont rentrer dans mon portefeuille, il faut que ce soit des convictions extrêmes. Et typiquement aujourd'hui, je me sens pas encore assez calé sur la cybersécurité pour pouvoir te dire Fortinet aujourd'hui, elle est pas chère, mais je suis confiant, je l'achète. Pour 5 ans. Même pour 10. Ouais, pour 10, 15, 20. Ouais, moi aussi je préférerais me positionner sur une constellation software aujourd'hui, tu vois. Même si elle est chère, il y a plein de raisons qui font que je préférerais acheter du Constellation Software que du Fortinet. Mais bref. Est-ce que toi, tu as des difficultés comme ça aujourd'hui dans ton portefeuille, des positions qui sont contrariantes? Moi, j'ai 9 actions en portefeuille, maximum 20. Moi, je pas plus parce que j'ai un travail à côté, donc il faut pouvoir les suivre chaque trimestre. On n'est pas Peter Lynch. Ouais, on n'est pas Peter Lynch avec ses 1400 sociétés dans les années 90. Bon, après, il nous a tué niveau performance, faut quand même le souligner. Mais, non, bref, tout ça pour dire que moi, donc 20 sociétés. C'est un MSCI World 1400. C'est un malade. Il aime trop acheter des actions, il le dit dans son livre. Il a dit, j'en analyse une, je m'en fous, j'adore, je l'achète. Bref, tout ça pour dire que moi, donc 20 sociétés maximum en portefeuille, là j'en suis à 9. Donc, je préfère ne pas me précipiter. En fait, je préfère rater des opportunités. Tu vois, laisser passer des actions et continuer de racheter et de renforcer ce que j'ai en portefeuille. Pourquoi ? Parce que le temps, on n'a que 24 heures par jour et ça prend du temps de comprendre déjà les sociétés qu'on a en portefeuille. Hein, parce que je peux vous dire que Google, par exemple, je l'ai en portefeuille depuis plusieurs mois. Et je connais pas 100% d'Apple et je connaîtrai jamais 100% de Google. Et de prendre du temps, de comprendre, de réapprendre, de s'intéresser à la société, ça prend du temps et je préfère remettre des pièces dans les sociétés que j'apprends à connaître et que j'ai déjà en portefeuille que d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je suis à l'aise avec mes 9 actions qui sont pour moi bien diversifiées. Hein. Je vais avoir du Texas Instruments, du Apple, du Microsoft, du Visa, du Markel, le mini Berkshire Hathaway, de l'assureur américain médical avec United Health, etc., du LVMH et du Euronext. Je préfère apprendre leur secteur petit à petit, au fur et à mesure, les renforcer quand elles sont à des niveaux attractifs, et après, petit à petit, voire pour une dixième action, mais en tout cas, je suis sûr que toutes celles que j'ai en portefeuille, je vis bien, j'en ai aucune en négatif, mais même s'il y en avait la moitié qui est en négatif, je suis à l'aise, je sais qu'elles ont de la croissance, je sais qu'elles ont de l'avenir, donc je les garde, je suis à l'aise avec, je les apprends au fur et à mesure, et je me renforce dedans, tout simplement. Et à côté de ça, je renforce aussi mes ETF S&P 500, Nasdaq 100 également. Pourquoi ? Parce que le fait, c'est machinal, chaque mois, je me renforce sur les ETF. Donc chaque mois, je vais profiter de la hausse de Nvidia, que j'ai pas le temps d'analyser, qui va pas m'intéresser, de CLA, de Broadcom, etc., pour citer les principales. Je vais gagner la performance donc grâce à ces actions-là,
Et à côté de ça, bah, moi, je peux prendre mon temps pour apprendre sur ce que j'ai déjà en portefeuille. Tu vois. Donc moi, vraiment, j'ai 9 actions, je suis à l'aise avec. Et je compte rester encore à 9 actions pendant... En tout cas, je vois pas d'autres opportunités pour l'instant. Et ça m'intéresse pas forcément encore. Tout à fait. Et je pense que c'est très intéressant aussi parce que nous, forcément, maintenant, c'est un peu aussi notre boulot d'être dans ce milieu. Et moi, je fais une analyse d'action par semaine. Donc, je me force à aller chercher des nouvelles boîtes à analyser, etc. Et parfois, ça peut être tentant, quand on analyse une boîte, de se dire « Ok, je vais me positionner dessus ». Mais en fait, effectivement, il vaut mieux rater des opportunités que se précipiter et regretter un achat qu'on a fait, comme ça a pu m'arriver par le passé. Hein, t'as ce système... voilà. Ouais. Et voilà, et tout ça pour dire que, aussi, je pense que analyser une action, même si, in fine, on l'achète pas, c'est jamais une perte de temps. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me plonge dans le secteur de la cybersécurité, j'apprends les différents acteurs, Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco, Qualys, Broadcom, tous ces trucs-là. Ça augmente mon champ de culture sur le marché, ça me fait apprendre un nouveau domaine, des nouveaux business models, mais c'est pas pour ça forcément que je vais me positionner dessus. Ça permet juste d'acquérir du skills en tant qu'investisseur, d'acquérir des nouvelles connaissances. C'est passionnant en fait. Et c'est passionnant, et puis c'est toujours un plus dans votre portefeuille de connaissances d'investisseur, quoi. Parce que quand vous allez rencontrer du monde, je sais pas, le gars est dans la cybersécurité, il va vous parler de son travail, vous allez comprendre, et bref, tout ça c'est super intéressant. Carrément. Franchement, moi je trouve ça vraiment, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la bourse aussi. Il n'y a pas que l'aspect rendement, performance, on n'est pas omnibulé par les chiffres, mais nous, c'est aussi beaucoup le savoir, quoi, s'intéresser la curiosité. La curiosité, s'intéresser à comment une entreprise gagne de l'argent. Comment fonctionne... T'es amené à avoir une entreprise, je pense, peut-être par la suite, moi aussi. Donc, forcément, avec tout ce qu'on apprend chaque semaine, chaque année, bah, tu sais qu'il y a au moins 1% de ce que tu as appris qui te servira pour toi, personnellement, tes propres choses. Donc, carrément. Il n'y a rien de mauvais pour la santé là-dedans. Non, c'est clair. Et tu vois, je pense que tu peux aussi nous parler un peu des positions de Bill Ackman, puisqu'on parle d'être contrariant par rapport au marché. Ouais, j'adore. Ça peut être très dur sur le court terme d'être contrariant par rapport au marché quand on voit le marché s'envoler et notre portefeuille stagner. On se dit... voire baisser. On se dit purée, mais je suis en train de rater je sais pas combien de pourcents de performance. Il y a Nvidia qui s'envole et moi je suis là avec mes LVMH, Evolution AB qui font rien. c'est ça. Mais... Et donc, Bill Ackman. En fait, j'ai regardé un reportage et il y a une note qui est sortie sur Bill Ackman et en fait qui montrait qui est vraiment sa performance qui est colossale. Hein, c'est sur ces 3 dernières années ou 4 dernières années, c'est 28% par an. Donc ça surperforme le S&P et même le Nasdaq. Et tout ça allègrement. Le CAC 40, vous avez imaginé, ça sert à rien de le mentionner. Ça sert à rien de le mentionner. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bill Ackman ? Il a un portefeuille de 6 actions, une rotation qui est quasiment inexistante, c'est-à-dire qu'il ne revend jamais ses actions. Et 6 actions, attention, c'est 20 milliards dans chaque action. Le mec a des fortes convictions. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Alors, très fort. Berkshire Square, donc c'est son fonds d'investissement. Je vous invite à vous informer là-dessus parce que faut jamais, comme on avait dit sur le dernier podcast, copier le portefeuille de quelqu'un d'autre parce que vous n'allez pas être à l'aise non plus, mais de s'en inspirer, ça peut être intéressant. Par exemple, Bill Ackman, l'année dernière, a acheté une action. Une action, il a acheté Alphabet. Bon, la performance est liée, c'est impressionnant. Et il achète une action ou 2 actions par an maximum. Il y a des années où il a rien acheté. Donc il va se retrouver avec un portefeuille de 6 actions. Il va avoir du Hilton, il va avoir de l'immobilier, une entreprise d'immobilier, etc. Chipotle, donc c'est... Chipotle. Chipotle, tu dis Chipotle toi ? Ouais, j'ai vu Chipotle. Ouais. Chipotle Mexican Grill, c'est un truc de fast-food américain. C'est un peu comme, pas au tacos en France, mais... Non, ça serait plus un peu à la Boca Mexa. C'est français ? Boca Mexa. Ouais. Alors, je sais pas si c'est français, mais c'est un peu le même délire, quoi. C'est du truc mexicain. Ah ouais, il y en a plein dans Paris.
Ouais, je connais pas du tout. Comme pitaya, un truc comme ça. Non, ça c'est thaï. Ouais. Boca Mexa, c'est mexicain, tu sais, c'est des tacos. Ah ouais. C'est comme Chipotle. Je connais même pas, je mange jamais Chipotle, mexicain. c'est mexicain, c'est des tacos, Ouais. des machins, et la particularité de Chipotle, c'est que tout est fait maison avec des produits frais. Ouais, tout est fait maison, ouais. Un peu comme le fond rouge, le burger, le McDonald's de qualité, là. Comment ça s'appelle Ils ont ça? Non, tu sais, McDonald's, enfin pas McDonald's, justement, les concurrents de McDonald's qui sont un peu mieux. Tu sais, chez Burger eux. King? Non, justement, les autres. KFC? Non, pas KFC, burger. Putain, je retrouve plus la société. Alors, à mon avis, vous la connaissez, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Five Guys? Voilà, Ah. Five Guys. Bon, bah, n'hésitez pas, du coup. Et donc, Ouais. il a Chipotle, donc, une action quand il l'a acheté qui était pas de qualité. Hilton, il l'a acheté, elle était au plus bas. Alphabet, elle s'était plantée sur l'IA. Elle était pas dans le momentum. Elle n'était pas du tout dans le clairement momentum. Il a acheté Hilton, pas dans le momentum. De l'immobilier, une entreprise d'immobilier. Alors, vous imaginez l'immobilier, quand il l'a acheté, c'était pas du Ouais, tout c'est dans le le truc momentum. machin non plus. restaurant, là. Ouais. Ouais, il a Non. des chemins de fer aussi. Oui. Il a des chemins de fer. RBI, c'est justement les trucs de restaurant, donc Burger King et Tutti Quanti. D'accord. Tu vois. Et donc, de voir tout ça, en fait, parce que moi j'adore Bill Ackman, j'adore tout ce qu'il a fait, même les shorts, etc. sur Herbalife, je trouve ça passionnant. Et en fait, de regarder son portefeuille, je me dis, mais attends, putain, genre tu loupes un truc. En fait, t'adores la finance, etc. Mais t'as trop, et pourtant, je suis premier à dire qu'il faut avoir une vision long terme, mais est-ce que, moi le premier qui dit ça, est-ce que vraiment je pense à 100% comme une vision long terme? Parce que toutes les actions qu'il a achetées étaient pas dans le momentum du moment, étaient sous-évaluées, enfin dévalorisées, étaient pourries en fait quand il a acheté. C'était des entreprises vraiment que ça n'intéressait personne. Et en fait, tu te rends compte que la performance qu'il a eue, elle est colossale. 28% par an depuis 4 ans, c'est quand même assez élevé. Donc bref, ça a remis pas ma thèse d'investissement en question, mais c'est surtout, je me suis remis en question sur est-ce que Jean, vraiment, tu raisonnes comme une vision long terme. Donc, ça a été un long travail sur moi-même quand même ces derniers jours. Je me dis que, au final, oui, parce que je suis à l'aise avec mes sociétés, je sais que je vais pas les revendre. Ça m'aurait fait peur si j'achetais une action nouvelle tous les mois et si j'en revendais une tous les mois aussi, tu vois. Mais là, c'est pas le cas, donc je me suis dit, bon, ça, je reste quand même, il y a des trucs à améliorer. Par exemple, dans mes analyses d'actions, beaucoup regarder les actifs de la société et les comprendre. C'était quelque chose que je faisais, mais pas dans le détail à ce point-là. Et en fait, on se rend compte que la valeur de l'actif par rapport au cours de l'action, c'est des choses que Peter Lynch regarde et que Bill Ackman regarde. Et franchement, je trouve ça vraiment super intéressant. Et donc, je pense que je vais le faire de plus en plus dans mes analyses d'actions aussi. Ça sera toujours de la chose intéressante, au moins pour prendre sa décision à l'achat ou pas. Tout à fait. Voilà, mais Bill Ackman, j'adore. En plus, bon, faut pas copier son portefeuille, mais vu qu'il y a un taux de rotation qui est quasiment néant, bon, ça, je pense que, honnêtement, je vous dis mon point de vue, s'il remet une société en portefeuille, enfin, s'il rachète une société en portefeuille, je pense que je l'analyserai vite fait, j'ouvre une petite position dessus, et je ferai un peu comme Bill Ackman, tu vois, j'essaierai de l'analyser aussi de mon côté, et de voir ce que Bill Ackman a trouvé, tu vois. Et je pense que ça sera le prochain jeu. Prochaine action de Bill Ackman. Tout à fait. J'ouvre la position et j'essaye de trouver ce que lui a trouvé avant moi. Carrément. Je pense que je vais faire ça. Et d'ailleurs, je te coupe rapidement, mais Bill Ackman, il compte rentrer en bourse l'année prochaine, donc voilà, sur une valorisation de 10 milliards. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'en fait, il veut entrer en bourse pour gagner des capitaux, pour avoir plus de capital, donc plus d'effet de levier. Et en fait, tout le monde se dit, mais la valorisation est assez haute par rapport à ses confrères. Et c'est surtout que qu'est-ce qu'il peut apporter en plus, tu vois? Parce qu'il est obligé de partager ses positions. Donc en fait, toi, personnellement, tu peux copier son portefeuille à lui. Si tu respectes clairement ce qu'il fait, à l'achat ou à la vente. Après, tu as des contrats de confidentialité, tu peux toujours avoir du retard. Ouais, mais de 3 mois, sachant qu'il a un taux de rotation sur 5-6 ans. Tu vois, Hilton, il l'a depuis 2018 ou un truc comme ça. Oui, bah oui. Tu vois, donc tu loupes 3 mois parce que ça sera maximum 3 mois. Oui, c'est pas la fin du monde. C'est pas méchant non plus, tu vois. Donc je me disais ça, est-ce que ça a vraiment un réel, parce que t'es tabassé par les frais, tu vois. Ouais.
Donc voilà. Mais il y a quand même un truc qu'il a fait. Il a gagné, je crois, 2 milliards de dollars sur un espèce de swap. Enfin, vraiment, regardez ça par Une vous-même. entreprise en faillite, là, qui avait fait... C'était sur un short de mémoire. C'est un short. En gros, il avait parié à la baisse sur une action, je crois. Et il avait quand même... L'investissement de départ était de 30 millions de dollars. Et il était reparti, il avait soldé avec 2 milliards. Il est fort. Hein. Ouais, tu passes de 30 millions à 2 milliards, t'es frais. Ah, c'est Bill Ackman, il est fort. Ah, c'est bien que Il est fort. Mais pour moi, effectivement, mon Bill Ackman à moi, tu vois, c'est un peu Chris Meyer. Voilà, c'est ça. Et ça rejoint ce que tu dis. Moi, je copie pas forcément son portefeuille, mais je m'en inspire forcément. Et c'est vrai que c'est rassurant quand on a un investisseur avec de lequel référence, ouais. on partage les mêmes convictions, où on pense vraiment... Enfin, moi, je suis persuadé que Chris Meyer, il est dans le bon, il a des très bonnes performances, il a une très bonne philosophie d'investissement, je trouve. Et quand on partage des positions avec lui, forcément, c'est rassurant. Et ça m'a donné des idées d'investissement aussi. Tu vois, Evolution AB. Alors, je l'ai pas découvert grâce à lui, mais c'est aussi lui qui m'a poussé, entre guillemets, à acheter cette boîte. Constellation Software, c'est une société que j'ai 100% découvert grâce à lui et que j'adore. Comment t'as découvert Evolution AB? Grâce au screener. Ok. J'ai juste mis les sociétés PEA les mieux notées sur le screener, Evolution AB, top 3. Tu vois, bon, va peut-être falloir se pencher dessus. Ok, d'accord. Tout simplement. Et ouais, et ensuite, peut-être pour enchaîner, on pourrait parler un peu de la bulle Internet des années 2000. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, si on est effectivement dans une bulle de l'IA et qu'on n'est pas positionné sur des entreprises qui sont dans le momentum de l'IA, on peut avoir l'air con, on peut avoir un portefeuille qui stagne, et on peut... Voilà, moi, ça m'arrive aussi régulièrement en commentaire, des gens qui me disent... Ouais, tu dis que t'as pas envie d'acheter Nvidia, mais regarde sa performance, et après tu te dis investisseur de qualité, blablabla. Il y a des gens en commentaire qui sont comme ça et qui disent ouais, regarde, moi j'ai 100% de plus-value sur Nvidia, tu fais n'importe quoi. Mais tant mieux, Mais franchement, moi je le Coup de frérot, félicite. tant mieux pour toi. S'il est à l'aise avec cette action, franchement, si vous avez du Nvidia en portefeuille, Voilà. moi, Tant mieux pour j'ai vous. qu'une chose à vous dire, c'est respect, parce que de 1, c'est couillu quand même de l'avoir en portefeuille à des PER comme ça. C'est Et clair. j'imagine la performance, bon, sauf ceux qui l'ont acheté vendredi dernier, hein, mais bref, ceux qui ont Nvidia depuis longtemps, respect à vous. J'espère que vous connaissez quand même bien la société, mais en tout cas, un grand bravo pour J'espère votre pour vous performance. que vous n'allez pas paniquer le jour où elle prendra moins 50%. Mais voilà, posez-vous la question je revends quand? Moi, c'est juste ça. En tout cas, bravo à vous pour ceux qui l'avaient. Et quand même, pas de bêtises. Le tout, c'est en bourse, c'est de gagner de l'argent. Donc, c'est aussi de prendre ses gains quand les gains, selon vous, sont assez élevés. Tout à fait. Voilà. Et Bulle Internet. justement, la bulle Internet dans les années 2000, c'est un excellent, je trouve, parallèle avec aujourd'hui, puisque il y a plusieurs sujets, mais tu vois, par exemple, dans les années 2000, Warren Buffett était resté très loin des valeurs positionnées sur l'Internet, et tout le monde disait que Warren Buffett était fini, que c'était un ringard qui ne comprenait rien aux nouvelles technologies, et que Berkshire Hathaway, c'était un truc de vieux qui comprenait rien, quoi, en gros. Et au final, il a eu raison. Ouais, il a eu raison. Il a eu raison, il a été contrariant, il a attendu, parce qu'il n'était pas à l'aise avec le secteur, et la première boîte tech qu'il a achetée, c'était Apple, et il l'a acheté, je crois, en 2003 ou 2004, il me semble, de mémoire. Il l'a acheté il y a longtemps, ouais. Il a fait une bonne plus-value sur Apple. Hein. Ouais, c'est clair. Mais je crois qu'il l'a acheté un peu plus tard qu'en 2003. Il me semble. Parce que j'avais fait un ouais. post Insta, justement, et... Je crois qu'il l'a acheté avant le premier iPhone, en tout cas. Ah ouais? Il me semble. Il faudrait qu'on voit ça. Mais non, Warren Buffett, franchement, respect quand même. Et tout ça pour dire que contrarié. c'est pas parce que vous avez pas du Nvidia, du Broadcom, du CLA, du machin aujourd'hui, que vous êtes un mauvais investisseur, et c'est pas parce que votre portefeuille sous-performe pendant quelques mois ou même pendant une année que forcément votre stratégie est à remettre en question. Et je pense que, et là ça s'adresse autant à vous qu'à moi, hein, ce que je dis, parce que moi aussi je me pose des questions. Mais voilà, étudiez la bulle Internet, relisez le chapitre de l'investisseur intelligent sur Mister Market si jamais. Typiquement, un exemple, l'analyse de Fortinet que j'ai fait récemment, il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires ouais c'est une boîte de dingue et tout, mais moi le cours de l'action qui stagne depuis 3 ans ça me refroidit, mais non, faut pas s'arrêter à ça les gars. Le cours de l'action c'est en dernier. Le cours de l'action ça veut rien dire. Relisez le chapitre de Mister Market, c'est le chapitre 8 je crois ou 12, je sais plus, de l'investisseur intelligent. On regardera après.
bon, achetez l'investisseur intelligent, lisez le chapitre sur Mister Market et relisez-le tous les ans s'il le faut. Mais ça s'applique très bien dans les situations de marché actuelles. Et c'est pas parce qu'une boîte ne fait rien depuis 3 ans qu'il y a un problème sur cette boîte. Tout simplement, le marché peut être euphorique, il peut être dépressif, il peut ne pas y avoir de momentum sur votre boîte pour X ou Y raison, mais le jour où ça va repartir, parce que ça repart toujours, et le jour où votre entreprise retrouve du momentum et que vous avez été confiant, que vous l'avez gardé, que vous l'avez renforcé quand elle était sous-évaluée, c'est là que vous faites des 28% par an comme Bill Ackman. C'est ça. Très bon mot. Et Warren Buffett, lui, a gardé sa vision long terme. Ouais. Et pas besoin de faire de dessin sur Warren Buffett. Il a mis tout le monde d'accord. Mais il a gardé sa vision long terme. C'est pour ça qu'il a gagné de l'argent. Et je pense que c'est aussi très important de rappeler que Berkshire Hathaway est l'action la plus performante de tous les temps. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous invite, j'en fais la pub, dis donc, mais de lire le livre de Chris Meyer, 100 baggers. Alors il est que en anglais, mais en fait dedans il a fait toute une étude qui va des années 60 aux années 2000 sur les entreprises les plus performantes en fait. Berkshire Hathaway, depuis son introduction en bourse, ça fait x 17 000. Donc x 17 000. Donc t'as mis 1 euro sur Berkshire Hathaway, aujourd'hui il vaut 17 000 euros. C'est beau, hein. Franchement, moi, c'est magnifique. Ouais. Ah là, c'est pas un 100 baggers, c'est un 17 000 baggers. Tout le monde d'accord, là, ouais. Voilà, donc Berkshire Hathaway, l'action la plus performante de tous les temps, et malgré ça, il y a eu, je crois, 3 ou 4 fois dans son histoire où elle a fait des moins 50%. Donc il fallait rester accroché, hein. Moins 50%, c'est gros. Putain, celui qui en vendu. Et il y a aussi des fois dans son histoire, comme l'exemple de la bulle Internet, où tout le monde disait que Berkshire Hathaway c'était terminé. Résultat, Warren Buffett a mis tout le monde d'accord, l'action la plus performante de tous les temps. Ouais. Voilà. Pas mal Warren Buffett, plutôt fort. Plutôt fort, hein, comme gars. C'est clair. C'est clair. Tu veux qu'on termine sur... parce que là, je vois, on est à 1 heure. Tu veux qu'on termine rapidement sur la thèse d'investissement? Effectivement. Tes petites modifications que tu as fait? Est-ce que toi, déjà, tu as des choses à nous dire sur ta thèse d'investissement? Non, tu sais, on en avait parlé sur la dernière vidéo. Non, elle n'a pas changé. Moi, je garde mes 9 positions, coûte que coûte. Les autres actions, elles peuvent s'envoler. Elles s'envoleront sans moi. Écoute, moi effectivement j'ai fait quelques modifications sur ma thèse d'investissement par rapport à la dernière fois, je les ai notées sur papier. Je vous avais dit dans une vidéo de portefeuille que j'allais revendre Dassault Systèmes et Deutsche Börse. Je l'ai pas fait. Alors dans ma thèse d'investissement, la partie sur les investissements en tant que tels ne change pas, c'est-à-dire investir sur des sociétés leaders sur leur marché, avec un fort avantage compétitif, une bonne croissance du chiffre d'affaires qui évolue dans un marché en croissance, des free cash flow avec une forte croissance, donc plus de 10-15% par an, un fort retour sur capitaux investis, donc un fort ROIC de plus de 10-15% par an, des grosses marges, donc avec des marges opérationnelles de plus de 40%. Voilà. Et acheter à une valorisation. Et les acheter à une valorisation correcte, et si possible, un price to free cash flow growth inférieur à 1,5. Donc pour ceux qui ne savent pas, le price to free cash flow growth, donc c'est le price to free cash flow, donc c'est comme le PER mais avec les free cash flow, et le price to free cash flow growth, donc c'est le price to free cash flow divisé par la croissance des free cash flow. Donc si une entreprise a un price to free cash flow de 20, c'est-à-dire que vous payez 20 fois les free cash flow dans le cours de l'action et que ces free cash flow croient à 20% par an, vous avez un price to free cash flow growth de 1, donc potentiellement l'entreprise est correctement évaluée par rapport à sa croissance. S'il est inférieur à 1, comme c'est le cas d'Evolution AB par exemple aujourd'hui, ça veut dire que l'entreprise est largement sous-évaluée par rapport à sa capacité de croissance, et inversement, s'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'elle est légèrement sous-évaluée. Moi je m'autorise à aller jusqu'à 1,5, c'est sur des niveaux comme peuvent être par exemple Constellation Software aujourd'hui, tu vois quand tu regardes les free cash flow elle n'est pas si chère que ça. C'est à des niveaux comme peuvent l'être MSCI, Alphabet aussi, elle est à 1,30 ou 1,40. Voilà. Et ensuite, il y a la thèse d'investissement qui est plus sur la gestion de portefeuille, où là je me suis fixé une nouvelle règle, c'est pas de vente avant au minimum 1 voire 2 ans, je pense que je vais le monter à 2 ans, je vais écouter Monish Pabrai. Donc c'est-à-dire que ça va me forcer non seulement à travailler mes convictions, c'est-à-dire que les prochaines entreprises qui vont rentrer dans mon portefeuille, ça va vraiment être de fortes convictions. Donc par exemple, c'est pour ça que j'ai pas acheté Fortinet. Je pense qu'il y a quelques mois, je l'aurais acheté sans me poser de questions. Aujourd'hui, non.
Aujourd'hui, si j'achète une nouvelle entreprise, ça sera pour bref, ça sera une très forte conviction. Donc pas de vente avant 2 ans, donc c'est-à-dire que Dassault Systèmes Touchport, ça sera pas de vente avant minimum novembre 2026. 2025. Parce que je les ai achetés en novembre 2023. Max 20 lignes dans le portefeuille. Je pense que c'est très important. Et là, on est à 15. Plus beaucoup. T'as intérêt à être sélectif sur les prochaines. Hein. Je vais être très sélectif et surtout, c'est j'ai ça, plus que l'intérêt. 5 places avant 2 ans. Quoi. C'est ça l'intérêt vraiment de se fixer des horizons d'investissement qui sont minimums, dans le sens où, toi, ça va être 2 ans. Tu dis pourquoi de 1 an à 2 ans? Parce que je pense que de m'imposer cette limite, ça me force à vraiment choisir mes convictions et ça me force à ne plus me précipiter comme j'ai pu le faire par le passé et à ne plus copier les positions d'autres personnes comme j'ai pu le faire par le passé. Et je sais que si je fais une erreur, je vais être coincé avec cette boîte pendant 2 ans, donc j'ai intérêt à ne pas faire d'erreur. Ouais. Et en fait, là où c'est intéressant, pourquoi 2 ans et pas 1 an, dans le sens où une action peut être forcément momentum et peut tomber pendant une année. Par exemple, il y a des années en bourse où elles sont, c'est pas fou. 2022, pas fou pour la tech. 2020, bon, là, pas fou pour toutes les actions. Mais bon, après, il y avait 2008, etc. Mais par contre, c'est rare que pendant 2 ans, le marché baisse. Généralement, après 2022, il y a eu 2023. Excellente année. Après 2020, il y a eu 2021 jusqu'à 2022, avant la crise, où c'était quand même le marché est parti à la hausse. Donc le fait de se donner 1 an, en fait, votre action peut être tout simplement avoir une performance pourrie parce que vous êtes dans un marché qui est baissier, mais c'est rare qu'un marché soit baissier pendant 2 ans. Donc le fait de garder au moins 2 ans votre action, vous allez vous dire in fine que bon, je lui laisse du temps pour repartir. Tu vois. Après, faut pas être bête non plus, c'est pas immuable. Si votre action, le cours d'action tombe depuis 1 an, mais que vous voyez que, je sais pas, le PDG s'est fait limoger pour fraude, etc., abus de biens sociaux, là, forcément, c'est les fondamentaux de votre entreprise qui sont complètement, qui se sont dégradés. Donc là aussi, que le cours d'action baisse pendant 1 an, faut pas que ça soit un motif de vente. Mais si les fondamentaux de votre action sont dégradés, sont revus vraiment à la baisse parce que le management fait n'importe quoi ou parce que le produit est en train de partir en vrille, Gucci par exemple, là, forcément, ça peut être un moment vaut mieux prendre 20% de perte que 70% à la fin, tu vois. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille quand même un horizon d'investissement minimal d'au moins 2 ans. Comme ça, vous pouvez laisser passer une période d'1 an, voire 2 ans de marché baissier. Vous pouvez voir votre action qui peut repartir à la hausse. Et comme tu as dit, ça force à être sélectif parce que si vous donnez 20 actions, je peux vous dire qu'au bout de la 18e action, les 2 prochaines, ton analyse, elle va pas durer 1 semaine sur l'action, tu vois, enfin, ça sera une bonne analyse constructive et qui sera vraiment une très forte conviction parce que vous savez qu'il vous restera plus qu'une place si vous l'achetez. Ouais, c'est ça. Voilà. Et peut-être donc le dernier point, c'est aussi maximum 10% par ligne sur la partie action pour ne pas surpondérer trop, enfin ne pas concentrer trop sur une seule ligne. Mais alors là, attention, ça veut pas dire que il faut vendre si votre action dépasse les 10%. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est juste de ne pas acheter une action au-delà des 10% de poids dans le portefeuille. Mais dans votre philosophie d'investissement long terme, en fait, sur vos 20 actions, mettons que vous avez 20 actions, vous allez avoir des gagnants, vous allez avoir des perdants. Et en fait, c'est pas grave d'avoir des perdants, c'est pas grave de faire des erreurs, et c'est pas grave d'avoir des actions qui vont potentiellement à 0. Parce que le maximum que vous pouvez perdre, c'est 100%. Par contre, le potentiel de gain, il est monstrueux. Infini, ouais. Si vous prenez Berkshire Hathaway, c'est 17 000 fois. C'est délirant. C'est infini, quoi. C'est impossible. Et en fait, c'est pas grave d'avoir des positions qui explosent dans votre portefeuille et qui prennent 20, 30, 40, peut-être même 100% de votre portefeuille, on n'en sait rien, mais qui font quasiment toute votre performance, parce que c'est ces positions-là qui vont faire que vous allez battre le marché à la base.
Mais il faut quand même pas être fou et ne pas mettre 50% de son portefeuille sur une ligne. Je pense que ça, c'est du bon sens de diversification. Donc voilà, pas de vente avant 2 ans, maximum 20 positions et maximum 10% par ligne sur l'aspect renforcement et achat. Ouais, alors pour les 10%, moi personnellement, c'est pas forcément ma vision. Moi, qu'une société, parmi les 9 actions que j'ai, monte à 15-18%, ça va pas me déranger non plus, tu vois, ça va pas être un motif de terrible, parce que si elle monte, généralement, c'est qu'il y a une raison. Après, que j'ai racheté, bah, ça peut être une raison aussi, tout simplement parce que j'ai plus de conviction, j'ai appris à la découvrir toujours plus, donc voilà, par exemple là, si je rachète du LVMH, moi, tu sais que je pète le palier des 10% allègrement, tu vois. Mais ça va pas forcément déranger, parce que je pense qu'il faut que ça soit provisoire, et ça va te forcer tout simplement à te renforcer sur tes autres actions, tu vois, pour arriver encore à lisser à 10%. Moi, personnellement, je pars toujours du principe où mon portefeuille est petit, encore qu'à 18 000 euros, je sais plus, un peu moins. Ça reste petit, donc je préfère avoir vraiment des énormes convictions sur une action, mettre le paquet dedans, et j'aurai tout le temps de lisser et après vraiment de bien diversifier, secteur, devise, poids, valorisation dans le portefeuille, etc., quand le portefeuille aura monté à même 100 000 euros, tu vois. Ouais. C'est plutôt ma vision des choses. En fait, moi, je me suis fixé cette règle parce que, tu vois, sinon, typiquement, je vais continuer à acheter Evolution AB jusqu'à la fin de l'année, tu vois. Non, ça Parce que Evolution AB, si je me fie juste à mes critères de valorisation et à mes critères de qualité, c'est le meilleur achat que je puisse faire. Et le problème, c'est qu'elle est déjà à 10% de mon portefeuille. Oui, après, voilà. Bon, je vais pas continuer à l'acheter indéfiniment. Non, c'est sûr, faut pas que ça monte à 20, 30, 40% du portefeuille, parce que sinon, ça risque de faire comme Nvidia avec le S&P 500. Si Nvidia monte, bah, tout monte, mais s'il baisse, votre portefeuille, il va se faire tuer en deux. Donc, c'est ça. Voilà. Après, ça c'est le principe du jeu d'actifs, qui peut être une super idée de podcast. Non, mais, enfin, aussi. Mais non, faites attention quand même à votre portefeuille. Réfléchissez vraiment à vos actions, soyez à l'aise avec elles, renforcez-les quand il y a une occasion de renforcement. C'est ça. Évitez le FOMO. Voilà, évitez le FOMO, la peur de rater le train. Si votre portefeuille a 50 lignes et que vous avez 20 000 euros en portefeuille, faites le ménage. Faites le ménage, honnêtement, ça rime à rien. Faites le ménage et aussi, encore une fois, pensez long terme, et c'est pas grave de sous-performer le marché pendant quelques mois, même une année. Faut pas oublier que les meilleurs gérants de fonds, même Warren Buffett, ont sous-performé leur indice de référence pendant au moins un tiers des années. Donc 1 an sur 3, ils sous-performaient le marché, ce qui est tout à fait normal. On peut pas battre le marché tout le temps, mais c'est vraiment quelques points de pourcentage gagnés par-ci par-là qui vont faire une énorme différence à long terme. Et puis n'hésitez pas à être contrariant. Si vous avez des fortes convictions sur certaines positions de votre portefeuille qui ne sont pas dans le momentum, qui sont sous-évaluées et que le marché n'aime pas en ce moment, c'est pas grave. Renforcez, soyez confiants, mais n'allez pas non plus renforcer jusqu'à 50% du portefeuille. Voilà. C'est votre travail sur les actions qui fera la surperformance de l'indice. C'est ça. Puis si vous avez, comme nous, une poche ETF à côté, c'est tranquille. Vous êtes bien. Bon, bah voilà, petit mot de la fin, et en tout cas, on vous remercie encore pour tous vos retours. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez aimé le podcast, la vidéo, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Voilà, petit commentaire, les 5 étoiles, ça fait vraiment plaisir. Dites-nous ce que vous pensez des marchés en ce moment. Est-ce qu'il y a une bulle selon vous? Et puis quelle est votre stratégie? Voilà. Et voilà. Et nous, on fait le podcast pour nous, mais aussi pour vous. Oui. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de podcast. Ça sera avec grand plaisir qu'on travaillera dessus et qu'on en parlera tous ensemble. Voilà. Carrément. Bon. Et même... oui, non, c'est ça. Hein. Partagez-nous vos idées. Et puis... à la semaine prochaine. Allez, ciao. Tous les lundis matin à 8h. Tous les matins. Ciao, salut. Ciao.